Donc Zachary, allons sur lui, hein, tant qu'à faire. Premier choix de la draft à Atlanta, évidemment. On va aller rapidement pour les trois sur le parcours un peu, le profil, et puis ensuite quelques projections, comment est-ce que tu les vois évoluer par rapport au profil actuel et aux qualités de scouting. Mais donc Zachary, je peux te lancer, qui, je crois, est lui-même aussi un fils de basketteur, et donc vas-y, présente-nous un peu son parcours. Bah ouais, Zachary Rizaché, c'est le fils de Stéphane Rizaché, qui a joué en équipe de France, qui est un basket pro ultra référencé, ultra connu, qui était un sniper et un vrai maître à jouer. Et donc le garçon a hérité des gènes de son papa et de sa lecture du jeu. Il est né en Espagne, à Malaga, parce que son papa, à l'époque, il jouait là-bas, et il a commencé le basket très très tôt. C'est un garçon, il a eu une balle dans les mains avant ses 2-3 ans, et il a commencé déjà à faire du basket en club à 3 ans et demi, donc pourquoi pas. Et il a été très vite remarqué, et c'est notamment à l'Asvel, en espoir que les gens ont bavé dessus. Donc il fait 3 ans à l'Asvel entre 2020 et 2023. Et puis ensuite, pour sa carrière professionnelle, jouer avec des adultes, on voit qu'à l'Asvel, il y a peu d'opportunités. On fait quelques allers-retours entre l'équipe Espoir et l'équipe pro adulte. Et finalement, c'est Bourg-en-Bresse. Alors Bourg-en-Bresse, pardon, qui a la JL qui lui donne des opportunités. Donc cette année, il joue à la JL Bourg. Il devient l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, même si c'est pas forcément le créateur principal, mais il devient un des joueurs les plus importants de l'équipe dans l'apport sur le terrain des deux côtés. Et alors c'est un garçon qui s'est pas fait sa cote de draft cette année. C'était un joueur qui était attendu très très haut depuis maintenant 4-5 ans. C'est un peu ce que j'allais te demander, c'est que même avant qu'il parte de l'Asvel, il y avait déjà cette étiquette de lui va être drafté très haut, quoi. Ouais, bah parce que le corps, il fait 2 mètres, entre 2m5 et 2m8, hein. Ouais. Le corps était très excitant, la longueur des bras, il a une très très belle envergure, plus de 10. Alors le poids, on sait que ça va être toujours la difficulté. Actuellement, il est estimé à 90 kg, mais c'est un joueur nous on qualifie de montée fin et qui a eu du mal à mettre de la masse musculaire, mais ça c'est normal parce que c'est un joueur qui a continué de grandir, et on sait très bien qu'un joueur qui continue de grandir, on peut pas mettre de l'épaisseur sur son corps. Victor, il y avait les mêmes réflexions avant dans une autre proportion, hein. Donc voilà, monter fin et qui va devoir se développer physiquement. Et puis c'est un garçon qui a fait quasiment toutes les compétitions équipe de France. 2022, 2023, il a les U17, les U18, les U19. Il a fait la NGT aussi avec l'Asvel, donc c'est des compétitions où en gros c'est la Ligue des champions du basket avec les clubs espoirs, hein, globalement. Ouais. Et la NGT, il a été excellent avec l'Asvel. Donc voilà, c'est un garçon, on savait qu'il allait arriver là. Et quand je suis allé le voir, la première fois que je l'ai vu, tu vois, c'était en 2021. Et il était encore tout jeune, en 2021, il avait 16 ans, et je savais que ça allait être un top 10 de draft. Oui, il y a un côté qualité athlétique assez évident. Enfin, mensuration physique et qualité athlétique, hein, j'ai l'impression. Mais ouais, donc un peu le côté... le top prospect qu'on a vu venir, pas la surprise, même s'il a fait une bonne saison à Bourg, hein, comme tu dis, mais qui a fait les classiques de tous les tournois France, U17, etc. depuis toujours, connu de la NGT. Alors d'ailleurs, tu sais qu'on a un FD qui vient sur le podcast souvent, qui est un arbitre à la NGT. On embrasse, hein, s'il nous écoute. mais voilà, un classique top prospect qu'on a vu arriver. Et alors, je t'en prie, tu peux enchaîner sur le profil. Dis-nous un peu, donc un poste 4, hein, c'est ça ? Ouais, c'est un ailier global qui va pouvoir jouer. Alors je pense que quand il va rentrer au NBA, il va, par son manque d'épaisseur, son manque de coffre, il va plutôt défendre des arrières, des postes 2, petit 3, parce que voilà, il est très très fin, et qu'ensuite à terme effectivement on ira plus sur des postes 3-4. Ce qui est incroyable avec ce garçon, ça a toujours été son tir. Alors voilà, son papa était un sniper, lui c'est un sniper. C'est un des plus beaux shoots qu'on ait pu voir dans les prospects sur les 4-5 dernières années. C'est vraiment un tir qui est quasiment parfait mécaniquement. C'est un joueur qui dégaine très vite, les mains elles sont prêtes, qui est capable de tirer dans plusieurs positions. Donc fin de chaîne, catch and shoot, mais qui peut aussi avoir des ballons en déséquilibre, qui réarme très très vite. Il est homogène dans sa réussite sur tous les secteurs de jeu, sur tous les secteurs du terrain, donc il n'y a pas un problème de latéralité. On a souvent ce truc de les droitiers, quand ils préfèrent shooter quand la balle elle arrive, quand ils sont côté gauche parce qu'elle arrive sur leur main forte, ils peuvent dégainer, alors que quand elle arrive
sur leur main faible, et ils vont partir en dribble main droite, tu vois. Non, lui, c'est pas le cas. Ouais, il faut se réaligner pour shooter en partant à gauche. Ouais. C'est ça. Donc on a des fois des garçons où on coupe le terrain en camembert en deux, et côté gauche il tire et côté droite il drive. Bon lui c'est pas le cas. Qui a été un peu capable aussi de se créer son propre tir. Même si c'est pas sa plus grosse spécialité. Donc voilà, c'était un attaquant, en tout cas un shooter déjà accompli à 15-16 ans. Et puis défensivement, c'était un garçon qui a tenu quasiment tous les postes, à part les grands intérieurs, qui a une mobilité de pied qui est incroyable, qui tourne très très bien au niveau des hanches, qui a des mains très agressives. C'est un joueur qui a été un peu catégorisé comme soft, souvent, parce qu'il est très réservé, très timide et qu'il aime pas prendre les devants. C'est pas un garçon qui va se mettre en avant. Par contre, à ce que on a pu voir et à ce qu'on a pu entendre de gens qui l'ont suivi individuellement, t'as pas beaucoup de garçons qui font autant de fautes que lui avec ses mains d'entraînement, parce qu'il est très agressif et qu'il hésite pas à t'arracher les bras. Ouais, il faut pas confondre personnalité hors terrain et comment tu joues sur le terrain, quoi. C'est un peu comme si tu disais N'Golo Kanté, il est pas agressif, alors qu'en fait, si, il est pas mal, quoi. C'est ça. Et c'est un joueur très fort défensivement sur le point of attack, donc sur le joueur qui manie le ballon, et qui comprend très bien le jeu aussi. Et le dernier point fort de son profil de jeu, c'était la vision du jeu, la capacité à faire la bonne passe, à bien transmettre. Et donc c'était un joueur qui était connecteur. Et donc le barème un peu de sa draft et de son potentiel, c'était de savoir à quel point il pouvait être créateur balle en main. C'est un truc qu'il a eu le droit de faire en espoir, c'est un truc qu'il a eu le droit de faire en équipe de France, qu'il a eu moins le droit de faire avec Bourg ou en pro, et c'est un point sur lequel il a été plutôt pour le moment inefficace. C'est un joueur qui a eu du mal à créer sur pick and roll beaucoup, parce qu'il n'arrivait pas à passer en fait le défenseur direct balle en main, et qu'il n'avait pas encore assez de dribble pour le faire. Et donc c'était vraiment le curseur de sa draft. Est-ce que ça peut être un point of attack sur les ailes, un point forward, ou est-ce que ça va être juste un excellent 3&D connecteur plus, alors comme dans l'amalgame est facile à faire, comme à Nicolas Batum par exemple. Pour l'instant, on est plus sur joueur connecteur et plus ses affinités. Oui, d'ailleurs, j'ai dit poste 4 parce que j'avais entendu un peu poste 4, mais plutôt poste 3, alors tu dis au final. Un peu de profil ailier qui peut monter un peu poste 4, mais profil ailier alors plutôt. C'est ça, parce qu'il a pas encore même s'il peut mettre quelques écrans et tout, c'est un joueur vraiment pour le moment qui est plus sur du swing, qui va plus ressembler, tu vois, on en parlait un peu tout à l'heure en off, Michael Bridges, qui physiquement va plus ressembler à un Michael Bridges, par exemple qu'un DeAndre Hunter ou un Jalen Johnson qui sont déjà aux Hawks et qui sont des forwards beaucoup plus conséquents, beaucoup plus épais, beaucoup plus en contact que lui. Oui, Jalen Johnson, il y a du bodybuilding quand même. Hein. C'est clair. Mais non, mais alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que, enfin, je te rejoins un peu sur cet aspect où dans ce cas classique des connecteurs, donc le mec qui est intelligent du passing mais qui va fluidifier le jeu, pas forcément créer le décalage mais arriver à l'amplifier, à le faire vivre. Donc le profil connecteur, c'est vrai que le point clé pour un peu s'extirper de cette catégorie, c'est à quel point tu es capable de créer l'attaque en fait, hein, à quel point tu peux te créer tes points et donc passer un step-up en termes de statut et de capacité sur le terrain. Et tu as l'air de dire que, en fait, si on dans des contextes précédents, finalement, il n'y avait pas tant que ça dans le jeu, ou en tout cas, on l'a laissé un peu, on l'a passé au révélateur, on l'a laissé faire, alors que là, dans un environnement un peu plus compétitif, l'an dernier, une équipe qui voulait gagner, professionnelle, etc., finalement, il a été moins passé au révélateur, entre guillemets, moins autorisé, parce que c'est, pour l'instant, encore un peu, la création, c'est pas trop sa force, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Il avait une équipe qui voulait gagner des matchs avec des forts joueurs quand même qui étaient à côté de lui. Là où on a pu voir des flashs, on aime bien parler de flash, c'est quand on a les prospects, c'était sur la transition. Parce que quand il récupérait le rebond et qu'il y avait du jeu ouvert, effectivement, il remontait la balle, il pouvait changer de main, changer de direction, et donc avec beaucoup plus d'espace, avaler le terrain et aller finir au panier, surtout qu'il a des belles cannes pour monter derrière. Sur jeu placé, où l'espace se réduisait, en fait, il n'arrive pas à passer l'épaule. Donc le défenseur direct, quand tu lui mets un gars un peu buffle en face de lui, il a joué face à des adultes, il se faisait repousser, et donc derrière il perdait des ballons trop facilement, et c'est ce qu'on a vu aussi au championnat du monde du 17 en 2022, ou en 2023 au U19, c'est que quand il est arrivé sur des défenseurs plus ailiers, plus puissants, ils l'ont fait reculer, il a perdu des ballons, et il s'est mis dans un rôle plutôt de catch and shooter de 3&D.
Est-ce que tu penses qu'il y a que cet aspect peut-être de physique et comment on dit, les Américains disent le corps, quoi, les abdos, là, la ceinture abdominale, ou cet aspect où il peut pas forcément évoluer à travers les contacts. Est-ce qu'il y a que cet aspect de puissance ou est-ce que le dribble n'est pas encore fonctionnel? Je pense que la puissance, ça joue beaucoup. Ouais. Parce que dans le dribble, ce qu'on aime bien, c'est changer de main, changer de direction, changer de vitesse. Et ça, il arrive à le faire. Ok. Donc, j'ai envie de croire par rapport à des Français dont on a parlé, tu vois, les années précédentes, pas pour leur tirer une balle dessus, hein, mais des Ryan Rupert et des Ousmane Dieng, où le corps était quand même la grosse question. À côté de ça, je trouvais que le dribble était un peu plus en délicatesse pour vraiment exister là-dessus. Je le vois pas à la fin arriver comme un vrai initiateur principal. Par contre, sur du renversement, sur du système, sur du tu vois, attaque de close-out, derrière pouvoir quand même bien naviguer, s'arrêter et déclencher à mi-distance ou bien finir au panier. Donc je vais être pour moi vraiment le Swendi plus, mais je vais pas être aussi haut que ceux qui vont être sur le point forward et ça d'ailleurs sa draft a été conditionné là-dessus parce qu'il y avait plusieurs joueurs du même profil, notamment chez les Américains, des Cody Williams ou autres, et donc les Hawks, en tout cas dans leur vision, se sont dit parmi tous les profils 3&D qui peuvent un peu poser la balle, Rhys Haché, c'est celui qui a le plus de chances d'y arriver, et sachant que c'était parmi tous ces mecs-là le meilleur passeur. Ouais. Donc le dribble est déjà relativement fonctionnel et peut-être qu'un travail athlétique peut un peu tout déverrouiller finalement. De ce côté, évoluer à travers le contact et pas que à la finition, hein, mais juste, voilà, si t'as un défenseur NBA qui fait 140 kilos, qui te bouche l'espace ou qui coulisse à côté et qui te repousse, il faut savoir aussi évoluer à travers ça. Même loin du panier, je veux dire, en dehors de la finition. Mais alors justement, par rapport à la finition, t'as parlé du shoot. Et un truc qui me plaît beaucoup, d'après ce que tu dis, c'est la variété de tirs, notamment. Et ça, c'est vrai que c'est un critère assez important en termes de scouting, pour moi, je trouve, par rapport à est-ce qu'un mec peut devenir un bon shooter ou pas. Ou en tout cas, pour faire l'inverse, c'est plutôt qu'on voit que des shooters de haut niveau ont déjà très jeunes cette diversité de tirs et pas seulement un peu j'ai un catch and shoot statique. On voit que, tu vois, il y avait une très bonne vidéo de Ben Pfeiffer il y a quelques temps qui avait montré que Jokic, c'était pas top au niveau pourcentage à l'époque quand il était très jeune, et pourtant on voyait déjà qu'il y avait de la sortie d'écran, on voyait déjà qu'il y avait parfois un peu de pull-up ou ce genre de mouvement qui fait que, en effet, il y a peut-être plus de la variété dans le tir apporte aussi cet élément en plus, je trouve, en termes de potentiel et de à quel point est-ce que cette mécanique peut fonctionner. Mais alors un autre aspect en plus de la mécanique, c'est un peu le toucher de balle sur lequel j'ai envie de te poser la question. Alors toucher de balle, hein, peut-être en finissant au drive, mais surtout sur jump shot aussi, parce que je vois que ces pourcentages, par exemple lancer franc, sont pas non plus fabuleux, même si bon, les échantillons assez courts, hein, pour l'instant on n'a pas beaucoup, mais du coup comment tu juges un peu ce toucher de balle, un peu cette qualité fondamentale, hein, du joueur, et à quel point tu le vois devenir finalement un bon shooter? Est-ce qu'on a affaire à, genre, je dis n'importe quoi, hein, est-ce que c'est catégorie un peu Klay Thompson? Est-ce que c'est catégorie juste 40%? Est-ce qu'on est encore un peu en dessous, 37%? Ou est-ce que c'est juste un shooter capable? Où est-ce que tu vois un peu atterrir sur cette échelle de le shoot, ok, mais à quel niveau? Je pense que ça peut être vraiment un excellent shooter à fort volume. Ce qui m'intéresse, c'est que, tu vois, cette année, par exemple, au niveau de la GL Bourg, je te dis, on peut pas mettre de la masse musculaire, mais on a quand même essayé de travailler un peu cette physicalité. On voit entre le début de saison et la fin de saison, on a essayé quand même de renforcer un peu le garçon. Et tu le sais, hein, quand tu veux renforcer un corps, ça change forcément toutes tes aptitudes motrices et tes habitudes. Et c'est des garçons qui perdent souvent en efficacité. Et d'ailleurs, juste pour dire, hein, c'est là-dessus où je trouve que Wembanyama et son équipe sont déjà assez incroyables, c'est qu'il en parle assez ouvertement et il dit avec ma taille, on peut pas ajouter du poids n'importe comment, justement, comme tu dis, parce que tout est lié, quoi. Victor, il disait qu'il avait quasiment pas shooté sur son année à Boulogne, avec les Metropolitans, qu'il a quasiment pas travaillé son tir parce que de toute façon on changeait son corps, on était en train de faire une adaptation et que en fait ça servait pas à grand chose et que il y avait tellement de modifications qui étaient faites qu'on pouvait pas travailler dessus. Donc il a dit je passe une année à quasiment pas shooter et je le ferai en NBA ensuite, et on voit que ça se remet un peu plus en place. Donc Zachary, cette année, tu vois, sur l'année 2023-2024, on a été en Eurocup à plus de 56% de réussite à 3 points sur 3 tentatives par match. Alors c'est pas un énorme échantillon, c'est 60 tirs,
mais il a été incroyable. Et au niveau de la Gielbourg, il a été à 38% de réussite alors qu'il était ciblé et qu'il avait quand même modifié. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un toucher supérieur. Okay. Là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que on a un joueur, tu vois, qui a un peu une bonne proprioception et une bonne aussi visualisation de l'espace sur le terrain. Et quand on a des défenseurs qui vont forcer sur le closeout, tu vois, il est capable de les faire une feinte de tir. Je pose un dribble, je décale, je tire. Ou bien je fais un jab step, je tire. Ou bien j'attaque le closeout, je m'arrête à mi-distance et je prends un shoot. Donc on a un garçon qui, c'est pas ça. Enfin, il a l'intention de tirer, mais il va pas être en tunnel vision et il peut faire autre chose arrière et comprendre après où il peut marquer ses points. Donc ça va lui permettre d'avoir encore plus d'espace qu'un shooter spécialiste qui sait faire que ça. Et d'ailleurs, on avait cette discussion chez Envergure et c'est un sujet que j'aime bien et si un jour t'as envie de faire un podcast là-dessus, moi j'écouterai avec volontiers, c'est comment les snipers aujourd'hui NBA, c'est les spécialistes de tir. En fait, on regarde ça, c'était quasiment des stars qui faisaient tout au niveau inférieur, notamment universitaire, et que les mecs qui étaient déjà des spécialistes au tir au niveau universitaire, ils n'ont pas passé le cap de la NBA. Que on a plus de scénarios où des mecs qui étaient à 33% à l'université sur du shoot à 3 points et qui étaient des très forts mecs dans le dribble sont devenus des mecs à 40% NBA, alors que les mecs qui étaient à 45% universitaires en fait n'ont jamais existé en NBA. Et donc c'est bien pour Zachary et d'autres joueurs. Ce côté de la variété du shoot dont on parlait, hein, donc c'est ça. Ouais. Ouais, avoir de la polyvalence offensive, parce que si tu sais faire qu'un truc, même si t'es excellent, tu seras pas drafté et tu seras pas sur le terrain. Globalement, c'est ce que montre l'histoire restante sur les prospects. Ouais, tout à fait. Ok, avant de passer aux projections un peu long terme ou de un peu tes paris ou voilà le futur, défensivement, quel est un peu le profil? Je me souviens qu'il y a 2 ans, tu nous avais tout détaillé par rapport à Jabari Smith notamment. Le côté bon on-ball, mais pas forcément aussi fantastique que ça off-ball. Où est-ce qu'on en est, Rizaché? Est-ce qu'on est sur un mec qui est juste face au ballon, mais qui est un peu perdu en défense off-ball? Ou est-ce qu'on est l'inverse? On est Robert Covington, qui va avoir une activité de malade, mais appuie un peu lent face au ballon. Où est-ce qu'on en est alors défensivement? C'est un garçon défensivement qui a plutôt été mis sur le porteur de balle, qui a été très à l'aise là-dessus, qui avait du mal forcément à traverser les écrans parce qu'encore une fois le corps, mais qui a vraiment des segments très très longs, là où il est très bon, c'est il sait qu'il est grand, il bouge bien, mais il est pas non plus à la mobilité des tout petits, et donc il va laisser quelques pas d'écart, mais il sait qu'il va les rattraper. Donc tu vois, encore une fois, il a bien conscience de son corps, il sait comment il peut récupérer son attaquant, et donc il se place en position déjà un petit peu par défaut de battu pour derrière te rattraper. Donc ça j'aime bien. Loin du ballon, il est pas trop obnubilé par la balle. C'est pas un garçon qui va tout le temps suivre le ballon, voir ce qui se passe. Il joue pas trop la carotte non plus. Il est assez appliqué. Non, je pense que c'est un vrai bon défenseur, et ce sera un vrai bon défenseur surtout sur l'homme, sur les postes. Ouais, je pense qu'il va commencer par des deuxièmes arrières et qu'ensuite il va monter un petit peu et qu'il pourra switcher au fur et à mesure. Et tout ce qui est protection de panier un peu secondaire ou quoi, il y a pas forcément encore quoi. Il n'était pas trop utilisé dessus. Maintenant, il a une détente verticale, il monte très haut, il a des très grands bras, il est bien dans l'aide. C'est un garçon, tu vois, qui fait la rota et qui va se présenter verticalement au sol, qui va lever les bras et qui va essayer de prendre le contact. Donc, il est clairement polyvalent. Voilà, je pense pas qu'on aura beaucoup d'erreurs de Rizaché. D'ailleurs, s'il gagne des minutes en départ, ce sera pour son tir et sa défense. Plutôt que pour la création. Je pense que tout de suite il va rentrer, on va lui dire ok, ce gars là tu vas te le coltiner et vas-y, montre-nous ce que tu peux faire sur un Jordan Clarkson, sur de profils là. En plus, d'après ce que tu as l'air de dire sur le côté passing et intelligence en attaque, a priori c'est un peu les mêmes qualités quoi. Donc ça me rassure un peu sur le côté défense sans ballon. Si y a ce QI basket en fait, beaucoup de défense sans ballon, c'est aussi comprendre les mécanismes de ce qui se passe sur le terrain et pas être perdu. Et donc en général les mecs ont un bon QI en attaque, ils l'ont aussi un peu en défense quoi. Et puis je suis en train de regarder, alors, on n'a pas de steal percentage, en tout cas pas sur Basketball Référence, mais je vois qu'on est un peu moins de 1 steal par match, mais sur 18 minutes par match en moyenne sur ces 3 dernières saisons.
et l'an dernier, c'est quoi? Ouais, c'est 0,8 en 22 minutes. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. Ça aussi, c'est un indicateur de style. Donc, là encore, indicateur qu'on aime bien recouper parce que si tu fais des interceptions, c'est que tu as plutôt un bon QI défensif, notamment. Donc voilà. On peut passer sur la projection alors, à moins que tu aies autre chose à rajouter sur le profil, tu me dis, mais moi, j'aime bien toujours un peu ce même petit jeu. C'est-à-dire que le scénario idéal, le scénario médian et le scénario catastrophe. Alors, catastrophe, on élimine un peu le côté bust ou le côté blessure, le côté il fait rien du tout, mais on va dire que le scénario pessimiste, c'est un 3D connecteur sympathique, on sera d'accord. Mais comment est-ce que toi, tu projettes un peu un scénario médian de vraiment la bonne carrière, quoi, ou alors même le optimiste ensuite? Comment est-ce que tu qualifierais ces deux cas alors? Ben, tu vois, le pire truc qui peut arriver à Zaccharie Rizaché, enfin, il y a deux choses. Là, c'est d'avoir un morphotype où tu prends pas de masse musculaire. Parce que des fois il y a des corsets comme ça, hein, Autoporteur. Ouais, et encore autoporteur il s'est épaissi après il a fait la night, mais effectivement ça a mis un peu de temps, mais tu vois en jeune français par exemple, Ryan Rupert, ça fait que 2 ans qu'il est là, mais Ryan Rupert son corps ne prend pas encore. Tu vois, on n'arrive pas à développer ça, et Stéphane Rizaché, son papa, était pas non plus à Zaccharie un énorme athlète en termes d'épaules. Donc ça peut être un vrai frein de développement. Deuxième chose qui peut lui arriver dans son développement, c'est la pression d'être numéro 1 de draft. Alors je sais qu'il est bien encadré, parce qu'il a des professionnels autour de lui et que l'environnement il est sain et qu'il est suivi. Mais on va à un moment donné peut-être lui dire ok, t'es numéro 1 de draft. Donc pour l'instant il est dans une équipe où il y a des forts joueurs à côté, notamment Trae Young. Donc ça va un peu le couver, mais quand même ça peut être de la pression, et c'est pas un garçon qui réagit vraiment bien face à la pression. C'est pas un gars, tu lui rentres dedans tout de suite, il va prendre les choses en main. Donc ça peut être plus complexe. Maintenant, franchement, on a du mal à se dire que ça va pas fonctionner pour Zaccharie Rizaché pour avoir 3-4 contrats NBA. Tu vois, au pire du pire, c'est un role player titulaire remplaçant 6e homme qui va toujours défendre le plomb, qui va mettre ses tirs et qui va apporter du jeu. Donc nous, on n'arrive pas. C'est ça, on n'arrive pas à se dire ok, ça va être un All-Star. Après, on n'attend pas particulièrement de ça de là. Tant mieux s'il y arrive, ça veut dire qu'il aura réussi à prendre de la masse et à développer son dribble, et qu'il aura eu de l'amour suffisamment pour pouvoir jouer, avoir des répétitions, mais on le voit pas particulièrement avoir ce niveau-là. Maintenant, dans la projection la projection optimiste, on voit un rôle style Michael Bridges, peut-être un peu moins, mais Michael Bridges, où je suis titulaire de mon équipe et je suis titulaire indispensable à une équipe qui veut gagner le titre, sans qu'on parle trop souvent de moi. Ouais, donc le côté création offensive, en tout cas actuellement un peu improbable, quoi. Pour le coup, le côté d'un coup il va développer à haut volume et à haute qualité tout ce qui est création pick and roll, pull-up, etc. Mais ça me fait penser, alors tu as parlé de Michael Bridges, mais tu vois, même Nico Batum a jamais été All-Star, hein, je crois. Ouais. Ça l'a pas empêché d'être pendant 5, 6, 8 ans top 30, top 40 NBA, quoi. Donc est-ce que c'est une bonne comparaison, ça, cette espèce de Nico Batum point forward qu'il était, bon défenseur, shoot, un peu de passing aussi? Ouais, moi j'aime bien. Je sais que c'est un truc que souvent on nous a dit, bon bah c'est facile, mais c'est vrai que c'est l'exemple qui revient, et que c'est une première chose aussi que j'ai pensé. Et je pense que Rizaché est un meilleur shooter, qui peut plus sortir de course, qui peut plus être efficace dans des systèmes, tu vois, en hands ou des choses comme ça, ou screen the screener, faire des pin down, remonter, courir et shooter, qu'un Nico Batum. Mais ouais, clairement ça peut être totalement ce genre de profil là. On n'arrive pas à être trop au dessus, mais on n'arrive pas à être trop bas, parce que voilà, c'est un gars, toutes les équipes NBA le veulent dans leur équipe pour faire différentes choses peut-être, mais tu sais que toutes les équipes NBA veulent un Zaccharie Rizaché. Ouais, comme dit, hein, Batum, dans son prime, il n'y avait pas un volume de scoring énorme, mais le profil était incroyablement valuable, pardon pour l'anglicisme, beaucoup de valeur plutôt, pardon. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un point intéressant pour finir sur lui, tu t'en as parlé, le côté mental, finalement. Alors, non pas mental, moi je le connais pas, personne le connaît personnellement, je veux dire, mais, mais non, mais la pression du numéro 1 de draft, ça, tu fais bien d'en parler, parce que, tu vois, moi, la dernière fois qu'on parlait d'une draft aussi faible, c'était 2013. Bon, 2013, Anthony Bennett, quoi. Et Anthony Bennett, moi, je mets beaucoup le prospect, alors qu'un prospect extrêmement atypique, avec d'énormes défauts, qui étaient un peu des red flags, et d'accord, mais c'est pas que dans le jeu qu'il s'est planté. Je veux dire, Anthony Bennett, je crois que j'avais fait la recherche, il était même pas à 3000 minutes NBA, je crois, même pas une grosse saison de James Harden, quoi. Et lui, pour le coup, c'était vraiment le mental où cette pression d'être le numéro 1 de draft, il faut pas le sous-estimer. Et en plus, pour le coup,
je peux faire un shout-out à Nico Stilbalin, que peut-être qui est déjà venu sur le podcast, que certains connaissent, qui lui avait écrit même avant la draft 2013, il ne fera pas bon être premier choix de la draft cette année, quoi. Parce qu'en effet, ces années-là, tu as un espèce de groupe homogène de 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui peuvent prétendre au premier choix et qui n'ont pas le statut ou les épaules traditionnelles pour l'être, quoi. Donc il y a un peu toujours ce décalage entre les experts, ils savent que c'est pas un go-to guy, que c'est pas un futur All-NBA, All-Star, etc. Mais sauf que le grand public, ça parfois il s'en fiche. Donc en effet, faire attention à ce côté pression du pré-choix de la draft, parce que c'est déjà arrivé, quoi. Là, Anthony Bennett, ce qui est horrible, c'est que ça lui tombe dessus et que lui, il pense même pas qu'il va être numéro 1 de la draft. Bien sûr. Que, tu vois, il y en a Lance Noel qui se blesse et lui, il se dit pas du tout qu'il va être numéro 1 de draft. Zachary Rizaché, il savait, enfin, en tout cas, son clan savait que c'était une forte possibilité qu'il allait être top 3 minimum et avant la draft, il sait qu'il est top 1 de draft et que dans la plupart des front office, il est considéré peut-être dans un tiers quasi seul ou dans le top tiers de sa QV. Donc, il s'y préparait et il a un papa pro, et c'était d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il bouge de Lasvel, c'était pour faire monter sa cote et avoir un peu plus de visibilité. Et il arrive dans une équipe, honnêtement, alors pour le moment, hein, il y a encore Trae Young, il y a encore Bogdanovic, il y a encore tu vois, Jalen Johnson qui est monté en puissance, donc on va avoir moins de pression et on sait qu'il va gratter des minutes juste par ses deux fortes qualités, notamment par le tir à 3 points. Donc ça va lui laisser de temps. J'aurais été beaucoup plus inquiet s'il était tombé dans une équipe où il y avait pas de création du tout. Par exemple, tu vois, on va parler d'Alex Sarr après à Washington. Si t'es tombé à Washington où on aurait pu avoir des attentes de création balle en main, ça aurait pu m'inquiéter. Et c'est ce qu'on s'est dit toute l'année chez Envergure, c'est que franchement c'est une année avec peu d'énormes talents, mais que la plupart des équipes du fond de tableau qui vont drafter dans le top 10, elles l'ont déjà en théorie leur quarterback, tu vois, leur franchise player qui crée du jeu. Il y avait très peu d'équipes qui n'avaient pas ce gars-là, en tout cas qui pensaient ne pas avoir ce gars-là, donc ça a soulagé aussi les joueurs. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.